Eh bien voilà, bonjour, bonjour à vous tous qui nous suivez de partout. Nous saluons nos amis des 3W, nous les combattants.com. Des salutations à vous qui nous suivez à travers Congo et lobby.net avec JBS, le mannequin du média. Nous saluons Jeannot Kabouya des Banami Kili, vous qui nous suivez à travers de différents websites de YouTube ainsi que des DVD, Bassangoya Congo. Des salutations à toi, oui, ça brille au pays. Tout va très mal du côté de M. Kanambe, connu sous le nom de Kabila. Tout va de mal en pis, tout tourne au vinaigre. Ah oui, Kabila va petit à petit au chaos. Kabila va petit à petit à la chute. Ah oui, il va petit à petit au déclin. Oui, il est au soir de son règne. Tous les signes, et mon ami, tous les signes. Alors Kabila risque de vivre plus que Mobutu. Ce que Mobutu avait vécu, Kabila va le vivre 50 fois plus que ça. Alors pas trop de commentaires. Je vais pouvoir recevoir mon invité. Il n'est plus une personne à vous présenter. Il s'appelle Bruno Katumpa. Bruno Katumpa, un grand leader congolais ici au sol sud-africain. Bruno Katumpa, il a son mouvement, Congo Paradis. Bruno Katumpa, qui réunit presque tous les Congolais d'ici dans son mouvement. Bruno Katumpa a été partout, ça et là, on les retrouve. Bonjour, monsieur Bruno Katumpa. Ça fait vraiment longtemps que vous les cannes émission sans rival. Ça arrive. Mais là qui vraiment vraiment moyenneté. Ah oui, leader d'opinion. Bruno Katumpa, Oyo Babani Saka, Joseph Kabila, ce qui est vrai que Moïse Katumbi est opposant. Et là que Bangisa, Hippolyte Kanam n'est pas Moïse, c'est ça parce que c'est un opposant riche. Alors, on a peur des opposants riches. Bazaka Mingite. Vraiment, Bazaka vraiment Mingiti. Bruno Katumpa, un businessman. Bruno Katumpa, Lelo, Tozako Sola, Masolo, Yaboka. L'actualité, c'est belé. Vraiment, Basona, nous avons connu ce monde. Donc, il n'est pas par pas. Pourquoi d'abord cette disparition dans les médias? Pourquoi Bruno Katumpa ne réunit plus les gens dans le mouvement à Congo Paradis? Tout ça, comment vous pouvez expliquer cela? Basona, partout dans le ça rival. Naza surprise autre na ngayende mwana que nani mouvement la biso mikolo toujours ça la bagaille. Mais oyebi que MCP est toujours présent quand les questions importantes sont débattues au pays. Et les lots, ce qui te coûte, c'est déjà une preuve, n'est-ce pas, de notre souci en tant que MCP, pour faire connaître notre opinion à la communauté congolaise en Afrique du Sud, et partout au monde et au pays. Donc, biso tozangakate, tozakaka, peut-être tosali balénion mosusu, opportunité à besoin d'image, le voilà peut-être les angaki, mais tout ça toujours présent. Et nous voulons faire entendre au moment opportun notre opinion. Ah, c'est très bien, c'est très bien. Nous aimerions maintenant avoir votre opinion à propos du conclave qu'a organisé le président Tshisekedi. Commençons par là. D'abord, votre opinion. Vous étiez pour le conclave ou vous étiez contre le conclave? Disons que, vous savez, l'histoire du Congo se répète. Et vous savez, au moment le plus fort de notre histoire, quand il s'agissait d'obtenir l'indépendance de la Belgique, il avait fallu que les Congolais parlent un même langage. Et tous les partis confondus avaient compris que c'était nécessaire plus que jamais pour réussir de ne pas être divisé, d'avoir un langage commun et arracher en priorité l'indépendance. Je crois que nous sommes en train de revivre la même situation, mais mieux vaut tard que jamais. Ce que nous avons essayé de faire avec MCP au fur des années, c'est justement essayer de nous dépasser, de convaincre les Congolais à dépasser leurs différents politiques et pour mettre l'intérêt de la nation
au-dessus et au-delà de tout. Et je viens de voir que cela se réalisait au travers l'initiative du conclave. Je dois mentionner ici que ce n'est pas la première initiative, ce n'est pas la première tentative. Parce qu'il y a eu le mouvement citoyen, vous savez que les gens ont été à... Le Front citoyen qui a été inauguré ou qui avait fait une sortie au Sénégal. Bon, c'est déjà une démarche qui était vraiment prometteuse. Et nous sommes grandement satisfaits aujourd'hui qu'avec la sortie du conclave, ça a réuni encore beaucoup plus d'opposants et autour d'une figure qui est pas la moindre, qui est la plus importante en termes d'opposition au Congo, le président Etienne Tshisekedi. Donc c'est avec grande joie que nous saluons cela. Bon, bien que autour de ces assises de si grande importance, les polémiques ne manquent jamais, mais nous croyons que déjà la direction ainsi donnée ne fera que faire aboutir, n'est-ce pas, l'objectif de notre combat, de notre lutte à bon terme. Monsieur Bruno Katompa, quelle lecture faites-vous à l'heure qu'il est à propos de tout ce qui se passe, tous les enjeux politiques chez nous, et puis comment vous voyez le futur du pays, le futur du Congo dans 6 mois, dans une année, dans 2 ans, avec colonel ou général Kanyama, c'est que les Occidentaux ont signé contre lui, et comment faites-vous la lecture du Congo? Bon, je voudrais d'abord revenir encore une fois de plus sur l'importance des conclaves de Bruxelles, de Geneva, c'est ça, n'est-ce pas? Oui. Je voudrais mentionner des aspects qui sont très importants. C'est le fait que vous avez le représentant des Nations Unies qui a visité les participants à ce conclave, les a visités avant les réunions, je crois. C'est le représentant de l'ONU ou bien le représentant de Obama qui a visité personnellement. On l'a vu arriver dans son cortège à Genval et entrer dans un entretien qui a pris presque 2 heures du temps avec Tshisekedi et son groupe. Ça, c'est quelque chose d'une très grande importance et signification, parce que dans l'histoire de transition politique au Congo, on se rappellera que dans les années 1990, lors de la conférence nationale, de tels engagements directs entre l'opposition, particulièrement de M. Tshisekedi, et la communauté internationale étaient toujours teintés de controverses, parce qu'il n'y avait pas vraiment un climat apaisé, un climat de cordialité vraiment sincère et ouvert entre Tshisekedi et la communauté internationale. Je crois que ça nous avait un peu pénalisé quelque part. Et vous savez, dans ce genre de choses, il faut réussir vraiment en diplomatie, parce que nous sommes dans un monde où les rapports de force et les relations les uns les autres sont vraiment déterminants. Vous voyez que nous avons beaucoup perdu, nous avons perdu du temps, parce qu'à notre place, d'autres ont pu négocier avec ces gens et obtenir le soutien nécessaire pour avancer le Congo. Malheureusement, ce n'est pas des mains qui étaient propres. Tshisekedi a changé de politique. Je crois qu'il a amélioré sa politique. Au fur du temps, il a compris l'importance de la communauté internationale, bien qu'on peut l'accuser de tous les maux. Mais écoutez, je vais donner ici l'exemple, par exemple, en termes de sécurité au Congo. Le Congo, c'est un pays qui a toujours eu des difficultés pour se défendre lui-même. On voit dans les années 60, lors de l'indépendance, on peut le voir maintenant avec toutes les rébellions qu'on a eues à l'Est. À plusieurs reprises, c'est l'ONU, ou ce sont les forces appuyées par l'Afrique du Sud, qui ont aidé à mettre un terme à l'intrusion rebelle. Donc vous voyez que le Congo a besoin des partenaires puissants pour pouvoir sauver son projet politique et économique. Ce n'est pas pour rien que je cite le terme partenaire. Donc nous sommes un pays indépendant et souverain. Donc il faut essayer de valoriser ces partenariats
pour qu'on puisse tirer l'intérêt pour les Congolais en général, de tout Congolais en général. Alors je parlerai aussi, après la fin du conclave, vous voyez les gens comme le ministre des Affaires étrangères belge, qui reçoit une délégation venue du conclave. Ça, c'est vraiment encore un autre signe qui montre le soutien direct. Et cela, d'ailleurs, a laissé un signal, ce qui n'est pas trompeur. Vous voyez comment est-ce que Menda réagit rapidement à ces nouvelles, et qualifiant ça de traîtrise, alors qu'on se rappellera que M. Kabila a tiré la légitimité à partir des assises de Sun City. C'était un pays étranger. On se rappellera qu'il y a eu des assises non seulement à Sun City, il y a eu des assises à Lusaka. Non seulement à Lusaka, il y a eu aussi des accords à Addis Abeba. Tout ça, ce sont des endroits étrangers, mais qui ont joué un rôle si pas capital dans la sécurisation politique du Congo et de pouvoir en place. Donc vraiment, le chien aboie, la caravane passe. Monsieur Bruno Katumpa, les chiens aboient, la caravane passe. C'est ce que dit aussi Monsieur Kabila. Tout ce que vous faites comme réunion, comme complot contre lui, comme tout ce que vous faites pour renverser le régime, ou soit pour les chasser du pouvoir, ou soit pour maintenir le respect de la Constitution, parce que d'après la Constitution, le mandat de M. Kabila prend fin en décembre. Alors, M. Kabila aussi se prépare. J'ai posé une question. Comment voyez-vous le futur du pays? Parce que faisons un peu d'analyse un peu politique. Ne prenez pas seulement une part, soit un côté des choses, mais voyez aussi de l'autre côté. Kabila, vous parlez du côté de la mouvance présidentielle. Du côté de la mouvance présidentielle. Ils sont aussi en train de se préparer. Vous croyez qu'ils vont lâcher facilement comme ça? Je crois que c'est là l'énigme ici. Parce que, vous savez, il y a eu beaucoup de discussions dans les cercles politiques. On avait donné beaucoup de crédit à M. Kabila, au président Kabila, au début, en disant que c'était lui l'architecte de la démocratie au Congo. Parce que avant, le Congo n'avait jamais connu les élections. Nous avons connu les élections en 2006 et les élections en 2011. Le fait d'abord même de tenir ces élections, ça c'est un crédit pour M. Kabila. Et les d'aucuns ne pensaient vraiment que M. Kabila allait tenir parole, parce que dans certains de ses discours, il a promis qu'il allait respecter la Constitution. Mais nous avons vu une succession d'actes qui ont prouvé le contraire. Le 19, le 21, nous avons vu la tentative de modifier la Constitution et la façon dont il a promulgué la loi de multiplication des régions, alors que nous savons que la plupart des gouverneurs étaient déjà en train d'exercer leurs fonctions sans aucun mandat, parce qu'il n'y a pas eu des élections organisées à cet effet. Vous voyez qu'il est en train de faire des nominations par décret. Et certaines régions, d'ailleurs, n'ont jamais connu d'élections au niveau régional. Donc les gouverneurs ont géré par défi, par la seule volonté de Kabila. Donc petit à petit, on voit que malgré les négociations de Sun City, on l'a félicité d'avoir accepté de cohabiter avec les 4 vices, donc de la formule 1 plus 4, on avait pensé vraiment que c'était vraiment un espoir pour un président si flexible pour négocier et partager le pouvoir avec les autres, sa disponibilité. C'était encourageant. Mais aujourd'hui, le développement des choses montre une face qui était cachée. Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-ce que c'est vraiment le Kabila qu'on connaissait en 2006, avant 2006, où on s'était fait des erreurs, une illusion? Il y a des forces derrière le Kabila qui maintenant commencent à montrer leur tête. Ah oui, M. Kabila, ne pas Dieu pour ne pas changer, mais il que sa mauvaise foi ne change pas?
Pourtant, la plupart, bon, dans les cercles, on pensait que, les discussions, on pensait qu'il était de bonne foi, parce que les élections ont quand même eu lieu. Mais vous voyez déjà, au début, quand il a supprimé les 2 tours, maintenant c'était vraiment un seul tour pour les élections présidentielles. Vous voyez qu'il venait petit à petit. Donc l'homme avait besoin d'asseoir d'abord le pouvoir pour maintenant s'imposer et faire le dictat. S'imposer, faire le dictat, ah oui, beaucoup de choses ont changé. Même les Occidentaux ont changé. Je ne sais pas qu'est-ce qui les a poussés à changer. Sont-ils déçus par M. Kabila? Parce qu'ils l'ont soutenu en 2006. Les élections ont connu vraiment beaucoup de cas de tricherie. En 2006, c'est Jean-Pierre Bemba qui avait gagné les élections. Ça, c'est connu de tout le monde. En 2011, on ne peut même pas en parler. C'est connu de tout le monde. Ces Occidentaux ont toujours été à côté de Kabila. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il puisse changer à l'heure qu'il est? C'est une parenthèse. Revenons à notre mouton. Je crois que des grandes décisions font l'objet de l'actualité à l'heure qu'il est. 18 ans de prison de Jean-Pierre Bemba. Est-ce qu'il mérite ça? Et puis, la condamnation de M. Kanyama. Katumbi. Mandat d'arrêt international. Et puis, M. Katumbi, 3 ans de prison. Lecture sur tous ces 3 points. M. Moïse Katumbi, Kanyama, et puis Jean-Pierre Bemba. Vous savez, il y a encore beaucoup de confusion, de controverses dans la politique congolaise. Vous savez, on a reproché à Moïse d'avoir été un fidèle partenaire à Kabila, d'avoir été membre de PPRD et d'avoir participé, n'est-ce pas, à la gestion et au gouvernement de Kabila tout ce temps. Et tout le monde a soupçonné son départ comme faisant partie d'un jeu de récupération du pouvoir de Kabila. Bon, vous savez, dans la politique, il ne faut pas se comporter pour être surpris par les événements. Un bon politicien, c'est celui qui aussi a l'art de prédire et d'anticiper les événements. Vous savez, à l'époque, on avait fait l'interview avec vous, je vous parlais de Kyung, ou je vous parlais de Katumbi. Je disais que, mais écoutez, ce sont des gens qui ont montré des capacités de se mettre à côté de Kabila. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient d'accord pratiquement avec tout ce qu'ils faisaient. Mais ce sont des gens qui n'ont pas accepté la politique de la chaise vide. Oui, je disais que, bon, écoutez, il y a beaucoup, dans certains milieux politiques, on trouve que la politique de la chaise vide ne paye jamais. C'est pourquoi nous, en tant que société civile, on observe un peu avec réserve les gens qui font une telle critique en accusant et en soupçonnant Moïse d'être dans un complot pour maintenir Kabila au pouvoir. Vous savez qu'il y a eu, dans ce régime Kabila, il y a eu beaucoup de gens qui ont payé de leur vie. Prenez le cas de quelqu'un comme Katumba Mwanke. Une personne comme, d'ailleurs, dernièrement, on a suivi la disparition subite du feu Mazamukalaï Shungu. Donc, vous voyez que des gens prennent des risques parce que ce n'est pas gratuit. Si vous faites une erreur, vous pouvez y payer avec votre vie. Donc, je dis que ce n'est pas vraiment gratuit, ce n'est pas quelque chose qui doit échapper à une bonne, n'est-ce pas, analyse et à notre attention intelligente. Je pense que ça interpelle beaucoup de politiciens à pouvoir bien juger les actes et les acteurs politiques. Moi, je pense que c'était vraiment... ce n'est pas seulement d'ailleurs Katumbi qui a fait ça. Il y a eu beaucoup de politiciens avant qui s'étaient mis à côté de Kabila et puis qui sont partis parce que peut-être ils ont découvert que la direction dans laquelle Kabila était en train de conduire le pays n'allait pas satisfaire les attentes et les aspirations du peuple. Et moi je trouve qu'on ne peut pas tellement leur reprocher cela parce que aujourd'hui,
l'histoire leur donne raison. Vous voyez que Katumbi, depuis qu'il a déclaré son attachement pour le respect de la Constitution, il est victime d'accusations comme Ouyambo, il est victime de tentatives à sa vie, pratiquement. Vous avez suivi cette histoire d'empoisonnement par un homme en cagoule qui l'a piqué une seringue. Ça, c'est visible sur les vidéos et les photos de reportage des événements ce jour-là. Donc, vous voyez que nous devons sortir un peu de notre illusion là-bas, essayer de nous élever pour comprendre la scène politique congolaise. Je pense que Kabila n'est pas l'unique acteur qui a des considérations aux yeux des Occidentaux. Les acteurs sont nombreux. Vous voyez par exemple un homme comme Kengo qui a toujours été là, qui a toujours été présent dans la scène politique parce qu'il a des connexions, il est considéré dans les milieux occidentaux. Je crois que Katumbi aussi, c'est un acteur de cette taille. Donc cela ne lui enlève pas la liberté d'aspirer aux fonctions supérieures comme la présidence de la République, parce que c'est quelqu'un qui peut être considéré. Vous savez, j'ai un ami qui aime beaucoup reprendre ce terme, il dit que, vous savez, dans les termes politiques scientifiques, quand on veut identifier les auteurs d'un acte, souvent on utilise le terme mode opératoire, parce qu'on veut voir la façon dont ces gens opèrent, pour pouvoir les identifier à certains groupes qui ont la réputation d'opérer de cette façon-là, parce que chacun opère de sa façon, chaque groupe opère de sa façon. Mais vous allez voir que c'est un peu consistant avec la façon dont les Congolais qui ont travaillé avec les Rwandais ou l'AFDL ont payé de leur vie chaque fois qu'ils voulaient se dissocier de cette organisation. Je pense que ce n'est pas une exception. La situation avec Katumbi aujourd'hui, c'est pas du tout une exception. La liste est longue, on peut comprendre vraiment que c'est vraiment regrettable, quoi. La liste est longue. Est-ce qu'on peut vraiment décider sur le sort de quelqu'un en son absence, M. Katumbi? On l'avait autorisé de poursuivre ses soins à l'extérieur, on devait l'attendre, mais on a décidé à son insu. Vous savez, monsieur Salival, je suis vraiment surpris et de constater combien naïfs beaucoup de Congolais étaient. Et je le sens jusqu'à présent parce que d'autres croient toujours que Katumbi est en train de jouer un jeu, alors que l'homme est en train de passer des moments que je peux qualifier de calvaire, qui peuvent lui coûter la vie. Vous pensez que... Il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui pensent qu'il est en train de jouer le jeu de Kabila. Vous êtes sûr que... Vous pouvez imaginer qu'un ministre au rang de qui? De Banza Moukalai, on le renvoie de Kinshasa à Lubumbashi dans un avion cargo. Il n'y a eu aucun honneur. Est-ce que ça, ce ne sont pas des signes qui sont indicatifs de la manière d'opérer de notre régime? Bon, c'est vrai, M. Kabila, notre président ici, Kabila, semble être un homme très gentil. Et c'est très difficile de lier ces actes-là à sa personne. Mais pourtant, c'est ça la réalité que nous vivons. Est-ce que vous pouvez imaginer que juste après l'événement des mercenaires dont il a été accusé, il y a un dossier qui surgit, le dossier de bâtiment, qui, si on peut suivre les détails qui sont en train de se révéler maintenant, c'est un bâtiment qui aurait appartenu depuis longtemps à son grand frère. Donc on a falsifié des documents juste pour l'inculper. Et cela coïncide avec la méthode d'opération avec Mbemba. Et d'ailleurs, la coïncidence parle d'elle-même. Vous voyez qu'on est en train de prononcer un jugement sur Mbemba et en même temps, on prononce un jugement sur Katumbi. Moi, j'interpelle le Congolais à sortir de leur sommeil.
Mbemba condamné à 18 ans de prison, les Congolais restent revers. Les Congolais je ne sais pas si pourquoi les Congolais restent naïfs, parce que Mbemba, après tout, malgré tout ce qu'il a commis comme il a été utilisé, et voilà comment on l'a remercié. C'est un Congolais. Ah, vraiment, ça fait mal. Ça fait vraiment très très mal. Alors, c'est pourquoi nous pouvons aussi nous poser la question, parce que beaucoup ont posé la question, pourquoi Kamere n'a pas été au conclave, quelle est la position de Kamere? Les gens disent Kamere, c'est quelqu'un qui a toujours aussi travaillé pour Kabila. Bon, là aussi, je ne veux pas moi blanchir les personnes, mais j'essaie de voir un peu comment est-ce qu'au niveau politique les choses sont faites. Comme Katumbi, j'ai parlé aussi de Kengo Andondo et de tous les autres politiciens. Vous vous rappelez qu'une fois, on voyait Fayoulou même se faire accompagner par Robert Roy, aller aux États-Unis. Nous parlons aussi aujourd'hui de Matungulu, mais ce sont des gens qui sont en train de vaciller dans ces milieux-là, de tournoyer là, dans ces milieux-là. On peut parler d'une personnalité comme Noël Tchani, mais ce sont des personnes qui tous fréquentent ces milieux-là. La politique au Congo, les intérêts au Congo, le Congo est au centre de beaucoup d'intérêts. Et il y a beaucoup d'obligations par rapport à tous ces pays qui ont un intérêt visible au Congo. Parce qu'on ne peut pas abandonner le Congo à lui-même. Ça, il faut se leurrer, mais c'est sans rival. Il ne faut pas être si naïf. On a perdu dans les années 60, on a perdu à cause de cette illusion. Il ne faut pas qu'on continue à perdre en vivant dans ce genre d'illusion. Vous avez d'avis qu'on partage le Congo avec les Rwandais? Non, mais moi je répète encore, il y a des acteurs et des agents qui sont utilisés par ces forces extérieures et internationales pour servir leurs intérêts. Mais ma question ici, pourquoi est-ce qu'on doit utiliser des agents qui sont étrangers au Congo? C'est parce que les Congolais eux-mêmes ne se prédisposent pas à collaborer ou à négocier leur sort avec ces gens, qu'ils minimisent ou dénigrent par l'orgueil, je ne sais pas, ou par distraction, ou par mauvaise analyse politique, ou par gloriole personnelle, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, avec l'exact de Tshisekedi, moi je suis personnellement réjoui parce que je me rends compte que, en fin de compte, Tshisekedi, avec tout l'appui qu'il a eu du peuple congolais, avec sa politique correcte de vouloir l'indépendance politique et économique du Congo, bon, il a compris enfin qu'on ne peut pas parler de l'indépendance politique, même économique, sans parler des partenaires qui investissent pour notre sécurité et qui investissent pour notre économie. On ne peut pas les exclure. Parce que alors pourquoi est-ce qu'on demanderait leur aide et assistance? Monsieur Bruno Katumpa, parlons aussi du colonel Kanyama. Je parlais, avant qu'on parle du colonel Kanyama, je parlais aussi de Kamere. Je disais que Kamere aussi, il appartient à ce groupe de leaders qui aussi font les beaux yeux à la communauté internationale. Et vous voyez maintenant qu'il y a une sorte de compétition sur la scène, où chacun veut se prévaloir, être un candidat, par exemple après Tshisekedi, être celui qui sera en tête sur le plan de l'opposition et qui peut être considéré pour gérer le pays dans l'avenir. Bon, il y a cette compétition, mais vous savez qu'en 2011, si on a perdu les élections, on a perdu devant Kabila, c'est à cause, n'est-ce pas, de ces divisions et de ces ambitions personnelles et individuelles. Et c'est à ce point-là que moi je soutiens que c'est vraiment important le conclave. Il faut que les gens comprennent que nous avons besoin d'une continuité, d'une alternance, nous avons besoin d'une transition, parce que c'est la première fois qu'on a eu des élections chez nous. Il faut tout faire pour sécuriser l'alternance. Et s'il faut parler tous le même langage et oublier les intérêts personnels, moi je crois que c'est le moment de prouver son patriotisme. C'est le souhait de tout le monde. C'est le souhait, parce que je pense aussi que bien que n'ayant pas été à Genval, à Bruxelles, mais écoutez, il y a eu la présence de Wanga, qui est le secrétaire général de l'UNC, et puis il y a eu aussi le représentant de MLC qui est en Belgique, qui a parlé aussi pour dire que, en tout cas, les résolutions
du conclave rencontrait en grande partie les préoccupations que MLC avait bien avant avec la dynamique de l'opposition. Moi, je crois que le départ a toujours été bon dans tout ce que les Congolais font comme mouvement, mais le problème, c'est la finalité. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. Vous savez, cette histoire de l'union sacrée de l'opposition, vous vous en souvenez, ça a été une très grande force aussi. Tous ces gens qui formaient l'union sacrée, à l'époque, étaient soudés. 2-3 ans était vraiment trop pour que Mobutu puisse quitter le pouvoir. Les Ngoza, Karlibonde, les Kibasa, Birindwa, les Liaou. Mais je ne pense pas qu'ils étaient unis pendant plus de 2 ans. Cette union sacrée n'appartenait qu'à l'histoire. Juste après 1 année ou 2 ans, vous êtes partis. L'un et l'autre partaient comme ça, Mobutu les achetait, les Mongouloudiaques, tout ça. Alors, l'histoire se répète. Nous avons tous applaudi, nous avons tous acclamé pour le concours. Nous avions d'ailleurs effleuré cet aspect, parce que l'interview passée, nous avions parlé de... comprenez mon émotion, vous vous rappelez? Oui. Comment est-ce que Gouze, après le discours de Mobutu, il sortait avec la joie sur les lèvres et sur son visage. Il célébrait maintenant la victoire, et les Kyungu, tous ont été chauds pour l'Union sacrée. Mais quelques années, quelques jours après, on parlait d'une... Même les Kengo étaient dans l'Union sacrée. Maintenant, mon opinion est celui-ci, sur cette question. Je dis que tous ces gens sont des acteurs. Mais écoutez, les situations changent, les circonstances changent. La circonstance en 2000, lors de la conférence nationale, les circonstances en 1960 ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de maturité, et c'est pourquoi je félicite et j'encourage l'initiative du conclave, et même j'encourage aussi ceux qui n'ont pas été au conclave, parce que quand vous voyez l'initiative du Front citoyen, en fait, c'était l'initiative qui concourait à la même démarche, parce que je pense qu'autour de ça, il y a un consensus qui se dégage, qui montre l'importance de parler un langage commun pour sauver cette démocratie et ne pas donner à Kabila la possibilité de gâcher. Merci Bruno Kastompa, nous nous approchons petit à petit à la fin de notre échange. Vous savez, le temps court. El Nao derrière la caméra nous fait signe que il nous reste peut-être moins de 5 minutes. On n'a pas parlé du colonel Kanyama. Ce qui me fait moins peur, c'est quoi? L'homme politique congolais est très faible devant l'argent. L'homme politique congolais est très corruptible. Nous avons vu juste après l'indépendance ce qui s'est passé. Les Congos, Tchombe était dans son coin, l'autre dans les siens. Et puis des années passent et tout change. Les amis d'aujourd'hui deviendront les ennemis de demain. Alors tout, c'est toujours les Congos, c'est toujours les Congos. Les gens changent au jour les jours, ils changent comme des caméléons. On a vu Kyungu à côté de Tshisekedi dans l'UDPS avec cette histoire des 13 parlementaires. On a vu Kyungu quitter l'UDPS pour rejoindre Mobutu. On a vu Kyungu à côté de Ngouza Karlibon dans l'UDPS. Sans rival, je vais anticiper en disant ceci. Moi, je fais une lecture. Kamita, toi, était avec Jean-Pierre Mbemba. Oui. Il a abandonné Jean-Pierre. On avait parlé, d'ailleurs, la dernière fois, on parlait de G7. Vous vous rappelez? Notre interview était la réaction de l'Afrique du Sud par rapport à G7 et Katumbi. Donc, vous voyez que tous ces jeux-là, les Kamita, aujourd'hui aussi, il y a Kengo qui se met debout, qui dit que, ben, écoutez, il appuie le dialogue. Kengo dit qu'il accuse la bipolarité dans la scène politique congolaise. Mais vous savez que Kengo a créé beaucoup de controverses et il a déçu beaucoup de Congolais lors de la conférence nationale, parce que c'est quelqu'un qui est resté en dehors de ses assises et qui voulait tout contredire et remettre en question. Et la plupart des collègues de Kengo, dont Tambwe Mamba aujourd'hui, qui parlent de transparence dans le cas
du procès du bâtiment intenté contre Katumbi, c'est vraiment un choc. D'entendre des personnes qui étaient réputées, n'est-ce pas, dans la gestion, comment dire, de la rigueur, qu'il y ait un vice de procédure au niveau pénal jusqu'à ce point où il n'y a pas eu même de représentation dans la défense de M. Katumbi, et aller parler aux yeux de la communauté tant nationale qu'internationale qu'il y a eu transparence. Vous voyez un peu, quand vous parlez de Kanyama, écoutez, quelle est aussi l'opinion que les gens se font? Bon, pourquoi parler de Kanyama qui est un exécutant? Pourquoi ne pas parler de personnes comme des Sengimana qui tirent les ficelles derrière tout ça et qui décident? Vous voyez un peu. Donc c'est comme, vous voyez, aujourd'hui j'ai suivi une interview où on parle de Matata Ampogno, qui est interviewé par des journalistes de RFI ou quoi là, sur la vente de Tenke-Fungurume aux Chinois. Les Américains ont vendu apparemment les mines de Tenke-Fungurume aux Chinois. À la question de savoir qu'est-ce que le gouvernement a fait et qu'est-ce qu'il devrait faire, M. Matata Ampogno est en train de dire qu'il n'était informé de rien. Un Premier ministre. Le Premier ministre. Tenke Fungurume, c'est l'une des réserves les plus importantes de cuivre au Katanga. Donc vous voyez, je suppose que dans ce cas, peut-être c'était une histoire seulement du président de la République et de son groupe qui ont fait la transaction à l'insu du Premier ministre. Et vous voyez que beaucoup de nos frères travaillent dans ces gouvernements là-bas, bien qu'ils sont on les qualifie d'être des perroquets, on les qualifie d'être quoi encore, je ne sais pas, vous êtes là ou quoi encore. On parle de Mende. Mais quand on va en profondeur, on se rend compte que ce sont déjà des marionnettes, ce sont des gens qui sont comme des otages, qui sont obligés de dire des choses parce qu'on leur a mis ça dans la bouche. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'une transaction pareille se passe sans que le Premier ministre soit informé? Voilà un peu la façon d'opérer. Tous sont des marionnettes. Voilà, c'est vraiment de la mise en scène qui se passe chez nous. Mais, écoutez, moi je pense qu'il y a encore lieu de parler au président Kabila, à la majorité présidentielle, de rester, qu'il est de leur intérêt de respecter la Constitution, de respecter les délais pour les élections, et de faciliter une transition paisible qui peut leur permettre de continuer la vie comme Prof Mango a toujours dit, il y a une vie après la présidence. Et je crois que le dialogue est destiné aussi, n'est-ce pas, à aider ces gens et à prévenir qu'ils ne puissent pas connaître un sort malheureux et un sort indésiré. Et je pense que c'est vraiment un appel que je lance aussi personnellement en tant que société civile à la majorité et à tout le cercle de Kabila de faire tout pour sauver la possibilité des dialogues tels que demandés par les accords d'Addis Abeba, tels que le conclave l'a proposé, et pour l'intérêt du peuple congolais et pour leur intérêt. Ah oui, je crois bien que le dossier général Kanyama, c'est un signe qui annonce vraiment le futur de M. Kabila. C'est un signe qui annonce le futur de Kabila parce que Kanyama ne fait rien, il ne fait rien sans ordre de ces petits Rwandais. Alors laissez-moi vous dire que dans chaque chose, il y a un début et il y a une fin. Le régime de M. Kabila est vraiment à sa fin. N'oubliez pas la résolution qui est sortie hier en Europe et les résolutions de l'Union européenne qui a fait une déclaration en disant que le 20 décembre, M. Kabila doit démissionner. Et il y a les Nations Unies aussi qui ont renforcé les mesures contre le gouvernement en dehors des sanctions que les États-Unis ont imposées contre la personne de Kanyama. C'est un avertissement qui ne trompe pas.
Donc oui, j'encourage à la majorité, la majorité de revenir au bon sens et de respecter les aspirations du peuple congolais. Depuis 1960, le peuple congolais aspire à cette démocratie. Et ce n'est pas pour rien que nous nous appelons République démocratique du Congo. Ah oui, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche. Moi, je crois que pour faciliter la compréhension aux personnes du troisième âge, à nos vieux, aux jeunes ainsi qu'aux enfants qui parlent notre dialecte, le lingala, alors tout ce que moi je pourrais dire à l'heure qu'il est, vraiment, M. Kabila n'a pas vraiment l'intention de quitter notre pays, que chacun fasse son travail. Mutunyoso asala musala oya bengami asala. L'heure a sonné, l'heure a vraiment sonné où nous devons le chasser. Mettons-nous ensemble, parlons le même langage. Oui, nous devons les chasser des forces. Mais ces Kabila, tous ceux qui ont mangé avec lui, tous les Congolais qui l'entourent, ils ne les aiment pas. Papa Wemba a servi Kabila, on peut perdre dans beaucoup de choses. Enfin, mais c'est Kabila a empoisonné Papa Wemba. Bazamukalaï, un moboutiste qui a cédé et il a travaillé avec Kabila. Bazamukalaï a été empoisonné par Kabila. Monsieur Kabila, tous les siens, tous ceux qui l'ont servi, il ne les remercie qu'à monnaie de singe. Quand vous êtes avec Kabila, vous êtes saint, protégé. Quand vous les lâchez, on vous accuse de tous les péchés d'Israël. Vous avez fait ça, pendant que vous étiez avec Kungu Akumwanza. Pourquoi vous n'avez pas évoqué ces dossiers de Kassaïen, pourquoi je m'attends à la résurgence de telles choses. Voyez vous-même, même toi, Mende, les jours où tu quitteras la majorité, on sortira beaucoup de dossiers. Oh, Yosalila, Mende, tu as fait ça, mais maintenant, on ne les fait pas, on ne les dit pas. Mata Tampogno, oui, aujourd'hui, on ne sort aucun de ceux de ta part, mais le jour viendra où Bakolo Bake, Yondo Boumara Katumba Mouake, et c'est la vérité. Ça, c'est vrai. Kanambe, il est plus qu'un terminator, mais c'est Kabila n'aime pas les Congolais, c'est un inhumain à propos des Congolais. De tous les fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui ont abandonné Joseph, qui ont dit la vérité sur son identité, il y a quelques-uns, 2 ou 3, qui sont restés attachés à M. Joseph Kabila par peur ou peut-être par amour, je ne sais pas. Parmi ces gens, il y a celui qu'on appelle Dieudonné Kabila. Aujourd'hui, Dieudonné Kabila en prison et empoisonné par M. Kabila, ça fait 4 mois. Alors, Dieudonné Kabila, renseignez-vous, Dieudonné Kabila va mourir dans quelques mois parce qu'il est empoisonné. Le fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila, je ne sais pas s'il sera le 4e ou le 5e fils que Kabila tue. Alors, il en a tué beaucoup. Kabila a empoisonné John Kabila jusqu'à quitter le pays dans ses soins médicaux. Il est mort au Gabon. Monsieur Joseph a empoisonné, il a tué mais Kabila. Mais c'est Joseph, il ne fait que continuer à tuer. Cette fois-ci, peuple congolais, il n'y a pas de pardon. Il n'y aura pas de pardon, s'il vous plaît. Vous savez que discipliner quelqu'un, ce n'est pas un péché. C'est recommandé même par la Bible, la discipline. À la fin de ce régime, tous ces gens doivent entrer en prison, en commençant par la Cour constitutionnelle. C'est cette cour de M. Kabila. Tous ces magistrats qui ont déclaré que M. Kabila restera au pouvoir. Sans rival. Je vous dis qu'ils seront en prison. Moi, sans rival, ministre de la Justice. Tous ces gens, 80 fouets. Le matin, 80 fouets. À midi, 80 fouets. Ils seront punis sévèrement. Le magistrat, le ministre, tous ceux qui ont mangé avec M. Kabila. Il n'y aura pas de pardon. Sans rival. Oui, tonton Je Bruno, rappelle mot de la fin. Je rappelle le bien fondé du dialogue. Quand il y a le feu dans la maison, les grandes personnes se mettent dehors et parlent sous l'arbre pour arranger et mettre le feu hors d'état de nuire et l'éteindre. Je pense qu'il y a encore du temps. Le dialogue est vraiment un chemin obligé. Et je suis vraiment personnellement content que le patriarche Tshisekedi, rejoint par la dynamique de l'opposition, et G7, que je félicite, les personnalités comme Matungulu,
qui est Noël Chani, qui ont rejoint et soutenu cette initiative. Je pense que nous avons besoin d'aller à ce dialogue pour que nous puissions avoir des élections apaisées dans le respect strict de notre Constitution. En tout cas, que Dieu bénisse le Congo. Que Dieu bénisse le Congo, Média Médina en Hollande. Vraiment, na mona batu balinga Congo andima kako kufa po na mboka na ye Média Médina, vraiment respect na yo combattante o ya mboka ya Hollande na mitu na kaske na Hollande ba combattante misu bazalaka te la sœur Miezi vraiment bo telema c'est l'heure to commisatan oyo ba combattant to telema sou makasi to zala ini to sangana dans la rue to bunda poussons les peuples à descendre dans la rue. Non seulement le peuple seul marque na batuna manduki. Alors vraiment Congolais nous sommes côté pour libérer ces pays. Qu'ils soient les bienvenus. Bravo à cet homme. Voilà John Tshibangou qui s'est levé. John Tshibangou est ressuscité. Alors vraiment coup de chapeau à toi. Coup de chapeau à celui qu'on appelle Fanfan Longa, professeur Fanfan Longa qui dirige l'Alliance des forces congolaises. Bravo à toi Fanfan Longa. Bravo à tous les Congolais va télémi pour la Mboka, à part Vital Kamere, to boyi Vital Kamere, to boyi Rouberwa, to boyi. Sans rival, c'est un conseil gratuit que je donne. L'UNC est un parti qui réunit beaucoup de Congolais. L'UNC, ce n'est pas Kamere. L'UNC, ce n'est pas Kamere. Et Wanga, bravo. Tous ces Congolais qui sont là, bravo. Mais bon, on a nous Kamere dans la tête, il y a l'UNC. Azata na sima. Ce qui est Kamere, dans le régime Koya, à cause d'un chef à quartier, il n'y a pas de problème. À cause d'un professeur dans l'université, il n'y a pas de problème. Mais Kamere, à cause d'un PDG, il n'y a pas de problème. Mais magistrature suprême, toboyi. Oui, alors vraiment, je crois que Bruno Katompa, si vous avez peut-être un mot, parce que tout cas dans 45 secondes. Un mot peut-être, un message. En tout cas, moi, je pense qu'avant ce dialogue, il y a un message. Et ça n'engage que moi, quand je parle de Kamere, ça n'engage que moi. Ça n'engage pas mon invité. Oui, moi, je suis vraiment pour la réconciliation de toutes les forces vives de l'opposition. Et je suis pour le dialogue. Et nous pensons que le dialogue, c'est vraiment une pratique nécessaire et continuelle qui doit s'insérer dans la culture politique des Congolais. La tolérance est vraiment nécessaire pour nous aider à consolider notre front afin de réussir ce pari qui est vraiment déterminant et important dans la vie et l'histoire du Congolais, c'est-à-dire la transition dans les termes constitutionnel. En tout cas, que Dieu bénisse tout le monde et qu'il bénisse notre patrie bien-aimée. Merci, que Dieu bénisse mon Padiko, pasteur Placide de Jésus, que Dieu bénisse pasteur Salomo à Pretoria, que Dieu bénisse tous les combattants, tous les résistants, que Dieu bénisse l'Alliance des forces congolaises, que Dieu bénisse Naomi, que Dieu bénisse la maison sans rival. Merci à